Le robinet de la cuisine coulait encore. C'est le détail dont je me souviens le plus clairement. Pas des mots qu'elle a prononcés, pas de l'expression sur son visage, mais du robinet qui gouttait dans un évier rempli de vaisselle qu'aucun de nous n'avait touché depuis des jours. J'ai besoin d'espace, Laurent. Va dormir ailleurs quelques jours, s'il te plaît. Mélanie ne me regardait pas, gardant ses mains appuyées contre le plan de travail comme si elle en avait besoin pour tenir debout. De l'espace, ai-je répété. On s'est à peine parlé depuis 2 semaines, et tu veux encore plus d'espace. J'ai juste besoin de réfléchir à nous, à tout ça. Réfléchir à quoi? On a 2 enfants, Mélanie, un crédit immobilier, 14 ans de mariage. Tu ne peux pas juste. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. J'aurais dû insister, j'aurais dû exiger des réponses, j'aurais dû refuser de quitter ma propre maison. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'une partie de moi, une partie épuisée et vaincue qui regardait notre mariage s'effondrer depuis des mois, voulait juste que ça s'arrête. La tension, le silence, le sentiment de dormir chaque nuit à côté d'une étrangère. Où sont les enfants? Chez ma mère. Je leur ai dit qu'on avait besoin de temps entre adultes pour régler des choses. Et tu as décidé ça sans me demander mon avis. Laurent, s'il te plaît. Juste quelques jours. C'est tout ce que je demande. Je suis resté là un long moment à regarder l'eau goûter dans l'évier. Puis je suis monté, j'ai fait un sac et je suis parti. Je ne me suis pas battu. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien fait. C'était ma première erreur. L'appel est arrivé à 23h47. J'étais dans un hôtel Ibis près de la 86, à fixer le plafond, incapable de dormir. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Jérôme Mercier, mon voisin depuis 8 ans. Laurent. Sa voix tremblait. Mec, il faut que tu rentres tout de suite. Jérôme, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a la police chez toi, genre beaucoup de policiers. Des rubans de scène de crime et tout le reste. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Mon sang s'est glacé. Où est Mélanie? Je ne sais pas, mec. Je ne vois pas sa voiture, mais il y a une ambulance. Et Laurent, viens juste ici. J'étais habillé et dans ma voiture en 60 secondes. Le trajet de l'hôtel à ma maison faisait 15 kilomètres. Je l'ai fait en 8 minutes. Ce que j'ai vu en arrivant dans notre allée résidentielle à Versailles a arrêté mon cœur. 3 voitures de police, une ambulance avec ses gyrophares encore allumés, une camionnette blanche avec l'identification criminelle imprimée sur le côté. Du ruban jaune barrait mon entrée, brillant dans l'obscurité. Ma maison. La maison de ma famille. Une scène de crime. J'ai garé ma voiture en vrac et j'ai couru vers la maison. Un policier s'est interposé avant que j'atteigne le ruban. Monsieur, je dois vous demander de vous arrêter là. C'est ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma femme? Où? Monsieur, êtes-vous le propriétaire? Oui, Laurent Dubois. J'habite ici. Qu'est-ce qui se passe? Le visage du policier a changé. Quelque chose a basculé dans son regard. De la suspicion, peut-être. Ou de la prudence. Monsieur Dubois, je dois vous demander de venir avec moi. Des inspecteurs doivent vous parler. Pas avant que vous me disiez ce qui s'est passé. Monsieur, où est ma femme? Une autre voix a coupé le chaos. Féminine, calme, autoritaire. Monsieur Dubois, je suis le capitaine Morel. Venez avec moi, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Elle avait la cinquantaine, des mèches grises dans ses cheveux bruns, avec le genre de visage qui semblait avoir trop vécu pour être surpris par quoi que ce soit. Ma femme n'est pas là. Nous essayons de la localiser en ce moment. Alors pourquoi il y a du ruban de scène de crime sur ma maison? Pourquoi il y a une ambulance? Le capitaine Morel m'a étudié un long moment. Monsieur Dubois, quand étiez-vous à l'intérieur de votre résidence pour la dernière fois? Cet après-midi vers 16h. Ma femme m'a demandé de partir pour quelques jours. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Et vous êtes parti? Oui. Sans discuter. Nous avions des problèmes. Je pensais.
Je pensais qu'elle avait juste besoin de temps pour réfléchir. Le capitaine a hoché la tête lentement. Monsieur Dubois, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez totalement honnête avec moi. D'accord. Possédez-vous une arme à feu? La question m'a frappé comme un coup de poing. Quoi? Non. Je n'ai jamais eu d'arme de ma vie. Pourquoi vous me parlez d'armes? Elle n'a pas répondu. Elle a juste fait un geste vers sa voiture banalisée. Veuillez venir avec moi, monsieur Dubois. Nous avons trouvé quelque chose à l'intérieur de votre maison que vous devez savoir. Laissez-moi vous parler de ma vie avant cette nuit-là. Je m'appelle Laurent Dubois. J'ai 44 ans. J'habite à Versailles, dans les Yvelines, depuis 12 ans. Je travaille comme responsable d'infrastructure informatique pour une entreprise de santé, je gagne environ 85 000 € par an. Un emploi stable, de bons avantages, le genre de carrière qui permet de subvenir aux besoins d'une famille. J'ai épousé Mélanie Lefebvre en 2010. Nous étions jeunes. J'avais 28 ans, elle en avait 25. Mais nous étions sûrs, de cette certitude qu'ont les jeunes avant que la vie ne leur apprenne que la certitude est une illusion. Hugo est arrivé en 2012. Léa en 2015. Nous avons acheté la maison quand Mélanie était enceinte de notre fils. 4 chambres, 2 salles de bain, un jardin assez grand pour une balançoire et un chien que nous promettions toujours aux enfants de prendre un jour. Pendant longtemps, c'était bien. Pas parfait, aucun mariage ne l'est, mais bien. Nous étions partenaires. Nous communiquions. Nous résolvions les problèmes ensemble au lieu de les contourner. Puis, il y a environ 2 ans, quelque chose a changé. Je ne sais toujours pas ce qui l'a déclenché. Peut-être le décollage de la carrière de Mélanie. Elle avait lancé son propre cabinet de conseil en marketing, travaillait avec de plus gros clients, gagnait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais gagné. Peut-être le stress d'élever 2 enfants dans un monde qui semblait devenir plus chaotique chaque année. Peut-être juste l'érosion lente qui se produit quand 2 personnes cessent de prêter attention l'une à l'autre. Elle est devenue distante, distraite, toujours sur son téléphone, travaillant toujours tard, toujours ailleurs qu'ici. J'ai essayé de lui en parler. Elle disait que je m'imaginais des choses. Qu'elle était juste occupée. Que je devais arrêter d'être si demandeur. Je l'ai cru, ou je me suis dit que je la croyais. Les signes étaient là. Bien sûr, ils le sont toujours. La nouvelle lingerie que je ne la voyais jamais porter. L'abonnement à la salle de sport qu'elle a soudainement commencé à utiliser religieusement. La façon dont elle retournait son téléphone face contre table dès que j'entrais dans la pièce. Je les ai ignorés, enfouis sous le travail, les enfants et le train-train quotidien de la gestion d'un foyer. Je ne voulais pas savoir. Et puis elle m'a demandé de partir. J'ai besoin d'espace. Ces quelques mots qui ne veulent jamais dire ce qu'ils disent. Qui signifient toujours quelque chose de pire. J'aurais dû le voir venir. Je ne l'ai pas vu. Le capitaine Morel m'a emmené au commissariat de Versailles. Pas en état d'arrestation, m'a-t-elle assuré. Juste pour une audition, pour éclaircir certaines choses. Je suis resté assis dans une salle d'interrogatoire pendant 2 heures à répondre à des questions que je ne comprenais pas sur une situation que personne ne voulait m'expliquer. Où étais-je entre 18h et minuit? À l'hôtel Ibis. Je pouvais leur montrer mon reçu de carte bleue. Pourquoi ma femme m'avait-elle demandé de partir? Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Nous avions des problèmes conjugaux. Avions-nous eu une dispute avant mon départ? Non, je suis juste parti. Avais-je une raison de croire que ma femme était en danger? Non. Elle allait bien quand je suis parti. Contrarié, mais bien. Avais-je remarqué quelque chose d'inhabituel dernièrement? Un comportement étrange? Des inconnus autour de la maison? Non, rien. Ils m'ont laissé mariner dans cette pièce pendant 1 heure de plus avant que le capitaine Morel ne revienne. Cette fois, elle avait un dossier. Monsieur Dubois, je vais vous montrer des photos. J'ai besoin que vous me disiez si vous reconnaissez ce que vous voyez. Elle a posé la première photo sur la table. Mon salon. Mais tout était faux. Des meubles renversés. Une lampe brisée au sol. Des taches sombres sur le tapis dont je savais avec une certitude malade que c'était du sang. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième photo.
Ma cuisine. L'évier où Mélanie se tenait quelques heures plus tôt en me demandant de partir. Encore du sang. Des éclaboussures sur les placards, les murs, une flaque sur le carrelage. Monsieur Dubois, où est ma femme? Où est-elle? Nous ne savons pas. Elle n'est pas à la résidence. Sa voiture a disparu. Son téléphone tombe directement sur la messagerie. Alors à qui est ce sang? Le capitaine Morel a posé la 3e photo. Un homme, fin de la trentaine, en forme, cheveux bruns, gisant sur le sol de mon salon dans une mare cramoisie qui s'étendait. Mort. Reconnaissez-vous cet homme, monsieur Dubois? J'ai fixé la photo, le visage figé dans la mort. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Non, je n'ai aucune idée de qui c'est. Il s'appelle Gaël Martin, 38 ans, agent immobilier basé au Chesnay. Je ne le connais pas. Vous êtes sûr? Il n'est jamais venu chez vous, n'a jamais rencontré votre femme? Je vous ai dit que je ne l'ai jamais vu avant. Le capitaine s'est adossé à sa chaise. Monsieur Dubois. Gaël Martin a été trouvé tué par balle dans votre salon il y a environ 3 heures. Votre femme a disparu. Vos enfants sont en sécurité chez leur grand-mère. Nous avons déjà confirmé cela. Mais j'ai besoin que vous compreniez la situation dans laquelle vous êtes. Quelle situation? Je n'étais même pas là. J'étais à l'hôtel. Un hôtel dans lequel vous vous êtes enregistré après que votre femme vous a demandé de partir. Vous fournissant commodément un alibi. Commodément? Elle m'a demandé de partir. Je ne voulais pas partir. Et pourtant vous l'avez fait, sans dispute, sans demander pourquoi. L'implication est tombée comme une brique. Il pensait que j'étais impliqué. Il pensait que j'avais tué cet homme, cet étranger dans ma propre maison, ou que j'avais organisé ça d'une manière ou d'une autre, envoyé au loin par ma femme pour avoir un alibi pendant que quelqu'un d'autre appuyait sur la gâchette. Je veux un avocat, ai-je dit. C'était la première chose intelligente que j'avais faite de la journée. Les 72 heures suivantes ont été les pires de ma vie. Je n'ai pas été arrêté. Il n'avait pas assez de preuves. Mon alibi tenait la route. Les caméras de sécurité de l'hôtel Ibis me montraient entrant à 17h23 et ne ressortant pas avant l'appel de Jérôme. La chronologie ne collait pas pour que je sois le tireur, mais ça ne voulait pas dire que j'étais hors de cause. Mélanie était toujours portée disparue. Sa voiture a été retrouvée abandonnée dans un parking souterrain à Paris, nettoyée de toute empreinte. Ses cartes bancaires n'avaient pas été utilisées. Son téléphone était éteint. Elle s'était volatilisée. Les enfants étaient avec sa mère, confus, effrayés et posant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Je ne pouvais pas les voir. La police me l'avait déconseillé tant que l'enquête était en cours. Et la mère de Mélanie, Hélène, était convaincue que j'avais tout orchestré. Tu l'as poussée à ça, m'a-t-elle craché quand j'ai essayé d'appeler. Quoi qu'elle ait fait, c'est à cause de toi. Je ne savais même pas ce que Mélanie avait fait. Pas encore. Mon avocate, une femme brillante nommée Maître Cohen, me tenait informé au fur et à mesure que les détails émergeaient. Gaël Martin, 38 ans, divorcé, agent immobilier à succès avec une réputation de charmeur et une liste de clients remplie de femmes riches. Il avait reçu 2 balles dans la poitrine avec un revolver de calibre 38. L'heure du décès était estimée entre 20h et 21h, pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôtel à fixer le plafond en me demandant si mon mariage était fini. L'arme n'a jamais été retrouvée, mais d'autres choses l'ont été. Sa voiture était garée 2 rues plus loin, suggérant qu'il ne voulait pas que les voisins le voient arriver. Ses relevés téléphoniques montraient des centaines de SMS et d'appels avec Mélanie au cours des 8 derniers mois. Son appartement contenait des photos de 2 ensemble, des photos intimes, le genre qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Ma femme avait une liaison, et son amant était maintenant mort sur le sol de mon salon. La liaison avait commencé 10 mois auparavant. Je n'ai pas appris ça de la police, mais de la meilleure amie de Mélanie, Chloé. Elle est venue me voir 4 jours après le meurtre, après que j'ai été mis hors de cause, mais alors que Mélanie était toujours en fuite. Elle avait l'air terrible, pâle, tremblante, la culpabilité écrite sur chaque trait. J'aurais dû te le dire, a-t-elle dit, assise en face de moi dans le bureau de mon avocate. J'ai voulu le faire tellement de fois, mais Mélanie m'a supplié de ne pas le faire. Elle disait qu'elle allait y mettre fin.
Elle disait qu'elle avait juste besoin de temps. Depuis combien de temps tu sais? Depuis le début. Elle a rencontré Gaël lors d'un événement réseau. Une chose en a entraîné une autre. Chloé a secoué la tête. Elle n'était pas heureuse, Laurent. Elle se sentait piégée, comme si sa vie n'était qu'une routine. Alors elle a eu une liaison. Je ne la défends pas. J'explique juste. Est-ce qu'elle l'aimait? Chloé a hésité. Elle pensait l'aimer pendant un moment, mais dernièrement les choses avaient changé. Gaël devenait possessif, contrôlant. Il voulait qu'elle te quitte pour être avec lui publiquement. Elle continuait de dire qu'elle avait besoin de plus de temps. Et le soir où elle t'a demandé de partir. Elle était censée rompre ce soir-là. Arrêter les choses pour de bon. Elle m'a demandé de partir parce qu'elle ne voulait pas que je sois là quand elle le lui dirait? Quelle considération de sa part. Laurent, ma femme allait larguer son petit ami dans notre salon et elle m'a envoyé à l'hôtel pour que je ne dérange pas. Et maintenant il est mort et elle a disparu et tout le monde pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Chloé a commencé à pleurer. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Je le jure. Mélanie devait m'appeler après. Elle ne l'a jamais fait. J'ai essayé son téléphone 100 fois. Elle n'a jamais répondu. Parce qu'elle l'a tué, ai-je dit froidement. Elle l'a tué et elle s'est enfuie. Tu ne sais pas ça. Quoi d'autre a pu se passer? Il est mort chez moi. Elle est partie. L'arme a disparu. Ce n'est pas une victime ici, Chloé. C'est une suspecte. Chloé n'avait pas de réponse. Moi non plus. Mélanie s'est rendue. 9 jours plus tard, elle est entrée dans un commissariat parisien à 15 heures, accompagnée d'un avocat qu'elle avait engagé avec de l'argent dont j'ignorais l'existence. Je l'ai appris par le capitaine Morel. Elle plaide la légitime défense, m'a dit le capitaine. Elle dit que Gaël Martin l'a attaquée quand elle a essayé de mettre fin à la relation. Elle dit qu'elle lui a tiré dessus avec une arme qu'il avait apportée dans la maison. Elle dit qu'elle a paniqué et s'est enfuie parce qu'elle ne pensait pas que quelqu'un la croirait. Vous la croyez? L'expression du capitaine était illisible. C'est à un jury d'en décider, monsieur Dubois, pas à moi. L'histoire racontée par Mélanie était la suivante, elle avait invité Gaël ce soir-là pour rompre. Elle m'avait envoyé, moi et les enfants, ailleurs parce qu'elle avait peur de sa réaction. Pas pour me protéger de la scène, mais parce qu'elle craignait la violence. Quand elle a dit à Gaël que c'était fini, il est devenu furieux, a sorti une arme, a menacé de la tuer puis de se tuer. Dans la lutte, le coup est parti 2 fois, le frappant à la poitrine. Mélanie a paniqué. Elle n'a pas appelé le SAMU ou la police parce qu'elle avait peur que personne ne croie la femme infidèle qui a tué son amant. Elle a essuyé les surfaces, pris l'arme, conduit jusqu'à Paris, abandonné sa voiture et passé 9 jours à se cacher dans un motel miteux à essayer de comprendre quoi faire. C'était de la légitime défense, insistait-elle. Elle était la victime. Le procès a duré 3 semaines aux assises. J'ai assisté à chaque journée, assis dans le public avec Hélène qui me fusillait du regard depuis l'autre côté de l'allée, regardant l'accusation et la défense peindre 2 images très différentes de ce qui s'était passé chez moi. La version de l'accusation, Mélanie avait attiré Gaël à la maison avec l'intention d'en finir. Quand il a menacé de révéler la liaison, de me le dire, de ruiner sa réputation, elle l'a abattu de sang-froid. La lutte était une fiction. La légitime défense était une couverture inventée pendant ces 9 jours de cavale. La version de la défense, Gaël était un prédateur qui ciblait des femmes mariées vulnérables. Il avait des antécédents de comportement possessif. Une ex-petite amie avait déposé une main courante. Quand Mélanie a essayé de le quitter, il a pété les plombs. Elle s'est défendue avec sa propre arme. Les preuves étaient exaspérantes et non concluantes. L'arme n'a jamais été retrouvée. Mélanie a prétendu l'avoir jetée dans une poubelle quelque part à Paris, mais elle n'a jamais été localisée. Il y avait des signes de lutte dans le salon, des meubles renversés, la lampe cassée, qui soutenaient son histoire. Mais il y avait aussi un reçu dans le portefeuille de Gaël pour une réservation de dîner romantique pour 2, faite la veille de sa mort. Pas les actions d'un homme s'attendant à être largué. Et les relevés téléphoniques de Mélanie montraient qu'elle lui avait envoyé un SMS cet après-midi-là, « Viens ce soir. Laurent sera parti. On doit parler de nous. On doit parler de nous. »
pas exactement la phrase d'une femme prévoyant de mettre fin à une relation. Le jury a délibéré pendant 4 jours. Quand ils sont revenus, le verdict était coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pas un assassinat prémédité, mais pas de la légitime défense non plus. Le juge a condamné Mélanie à 12 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 8 ans. Elle ne m'a pas regardé quand ils l'ont emmenée hors du tribunal. Je n'ai pas essayé de croiser son regard. Il n'y avait plus rien à dire. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard, par consentement mutuel sur le papier. Elle a signé les papiers depuis la prison. J'ai obtenu la garde exclusive d'Hugo et Léa, la maison, la plupart de nos biens. Elle n'a rien contesté. Je pense qu'elle savait qu'elle avait perdu le droit de se battre. Les enfants étaient abîmés. Il n'y a pas d'autre mot. Leur mère était en prison pour avoir tué un homme. Leur père était le mari inconscient qui dormait à l'hôtel pendant que ça arrivait. Tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur famille était un mensonge. Hugo, à 12 ans, est devenu colérique. Renfermé, il refusait de parler de sa mère. Quand d'autres enfants au collège l'ont appris, et ils l'apprennent toujours, il s'est battu. Il a cassé le nez d'un garçon qui avait fait un commentaire sur les meurtriers. Léa, à 9 ans, est allée dans l'autre direction. Calme, en retrait. Elle a commencé à faire des cauchemars, à faire pipi au lit, régressant d'une manière qui me terrifiait. Je les ai mis tous les deux en thérapie, j'y suis allé moi-même. Nous avons trébuché à travers les jours, un par un, essayant de reconstruire quelque chose à partir des décombres. La maison était impossible à vivre. J'ai essayé pendant 3 mois, mais chaque fois que je traversais le salon, je voyais les photos, le sang, le corps d'un homme qui avait couché avec ma femme. Je l'ai vendu à perte. Nous avons déménagé dans un endroit plus petit à Saint-Quentin-en-Yvelines, prenant un nouveau départ dans un quartier où personne ne connaissait notre histoire. Ça a aidé un peu. Rien n'aidait assez. 3 ans ont passé. Hugo a 15 ans maintenant, il est en seconde au lycée, toujours en colère parfois, mais il le canalise mieux. Il a rejoint le club de judo, a trouvé un exutoire pour toute cette rage. Ses notes sont correctes. Il a des amis. Il va s'en sortir. Je pense. Léa a 12 ans. Elle est toujours en thérapie. Le sera probablement pendant des années. Mais elle rit à nouveau, fait des blagues, fait des soirées pyjama avec des copines et parle des garçons qu'elle trouve mignons. Les cauchemars sont rares maintenant. J'ai 47 ans, je fais toujours le même travail, je vis toujours à Saint-Quentin, je continue de mettre un pied devant l'autre. Je n'ai rencontré personne, je n'en ai pas eu envie. L'idée de faire confiance à quelqu'un à nouveau, de m'ouvrir, d'être vulnérable, semble impossible. Peut-être que ça le sera toujours. Mélanie est éligible à la libération conditionnelle l'année prochaine. 8 ans purgés sur sa peine de 12 ans, avec les remises de peine et la préventive. Prisonnière modèle apparemment. Elle suit des cours, va voir le psy, fait tout ce qu'il faut. Le juge d'application des peines m'a envoyé une notification, m'a demandé si je voulais soumettre une déclaration. Je n'ai pas encore décidé. Qu'est-ce que je dirais? Tu as détruit notre famille. Tu as eu une liaison, tu es ton amant, et tu m'as laissé ramasser les morceaux. Ou je n'étais pas assez pour toi. Je n'ai pas fait attention. J'ai laissé notre mariage s'effondrer et ensuite j'ai fait l'étonner quand il a explosé. Les deux sont vrais. Aucun ne semble complet. Hugo m'a posé des questions sur elle le mois dernier. On rentrait de l'entraînement de judo. Arrêté à un feu rouge, il a dit, « Papa, tu penses que maman voulait le tuer ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce n'était pas une question avec une réponse facile. Je ne sais pas, fils. Je n'étais pas là. Mais qu'est-ce que tu en penses? Tu la connaissais mieux que personne. Le connaissais-je? Je l'avais cru autrefois. Je pense que ta mère a fait une série de mauvais choix. La liaison, les mensonges, m'envoyaient loin ce soir-là. Et je pense que quand les choses ont mal tourné, elle a fait un autre mauvais choix, soit sur le moment, soit en essayant de le couvrir. Mais tu penses que c'est une meurtrière? Le feu est passé au vert. J'ai avancé. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible équipé pour ça. Que cela fasse d'elle une meurtrière ou une victime ou quelque chose entre les deux.
Je ne sais pas si ces étiquettes comptent encore. Elles comptent pour moi. Pourquoi? Hugo est resté silencieux un moment. Parce que c'est ma mère, et j'ai besoin de savoir si je dois la détester ou lui pardonner. Je ne peux pas faire les deux. Je me suis garé dans notre allée, j'ai coupé le moteur. Tu peux faire les deux, en fait. Les gens le font tout le temps. Aimer quelqu'un et détester ce qu'il a fait, quelqu'un te manque et tu es furieux contre lui. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on allume. C'est un processus et tu as le droit de prendre autant de temps qu'il te faut. Est-ce que tu lui pardonnes? J'ai pensé à Mélanie. À la femme que j'avais épousée. À l'étrangère qu'elle était devenue. À cette nuit devant l'évier de la cuisine quand elle m'a demandé de partir et que je suis parti sans me battre. J'y travaille, ai-je dit. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Hugo a hoché la tête lentement. Ouais, a-t-il dit. Je comprends ça. Nous sommes entrés. Il a fait ses devoirs. J'ai fait le dîner. La routine de la vie ordinaire reconstruite sur les ruines de la catastrophe. Ce n'est pas la vie que j'imaginais, mais c'est la vie que j'ai. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Environ 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour, oblitérée depuis le centre pénitentiaire où Mélanie était incarcérée. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais la curiosité a gagné. Laurent, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne t'en voudrais pas si tu la jetais. Mais j'ai besoin de dire certaines choses même si tu ne les vois jamais. Je suis désolé. Ces mots semblent pathétiquement inadéquats, mais c'est tout ce que j'ai. Je suis désolé pour la liaison. De t'avoir menti, de t'avoir envoyé loin ce soir-là, pour tout ce qui s'est passé après. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à nos enfants. Ils ne méritent pas une mère en prison. Ils ne méritent pas les chuchotements et les regards et le poids de mes choix sur leurs épaules. Je suis désolé que la femme que tu as épousée ait disparu parce que quelque part en chemin j'ai cessé d'être elle. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un qui pouvait tromper et mentir et finalement faire ce que j'ai fait dans ce salon. Je sais que tu veux connaître la vérité. La voici. J'ai vraiment essayé de mettre fin aux choses ce soir-là. Et Gaël s'est vraiment mis en colère, mais je ne sais plus s'il m'aurait vraiment fait du mal. Peut-être qu'il aurait juste crié et serait parti. Peut-être que j'aurais pu appeler la police au lieu d'attraper cette arme. Je ne le saurai jamais. J'ai fait un choix en une fraction de seconde et maintenant je vis avec pour toujours. Je ne demande pas le pardon. Je te demande juste de savoir que je suis désolé pour tout ça. Dis à Hugo et Léa que je les aime, que rien de tout ça n'était leur faute, que je pense à eux chaque jour. Et Laurent, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais j'espère que tu trouveras le bonheur. Le vrai bonheur, le genre que je n'ai pas pu te donner et que je ne t'ai pas laissé trouver avec quelqu'un d'autre. Tu méritais mieux que moi. Mélanie. J'ai lu cette lettre une fois, puis je l'ai mise dans un tiroir et je ne l'ai pas regardée à nouveau pendant 2 ans. Je l'ai retrouvée la semaine dernière en triant de vieux dossiers. Je l'ai relue avec un regard neuf. Elle avait raison sur une chose. Je méritais mieux. Mais elle avait tort sur une autre chose. Elle n'a pas cessé d'être la femme que j'ai épousée. Elle a toujours été capable de ça. La tromperie, l'égoïsme, la volonté de sacrifier les autres pour ses propres désirs. Je ne voulais juste pas le voir. Peut-être que c'est ma faute. Peut-être que j'aurais dû faire plus attention. Peut-être que si je m'étais battu plus fort pour le mariage, pour la vérité, pour n'importe quoi, les choses auraient été différentes. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines personnes sont brisées d'une manière qui ne peut pas être réparée, et les aimer signifie accepter qu'elles pourraient vous détruire. Je ne connais pas la réponse. Je ne suis pas sûr que quelqu'un la connaisse. Léa a demandé à rendre visite à sa mère le mois dernier. Première fois qu'elle le demandait. 12 ans, debout dans ma cuisine, se tordant les mains comme elle le fait quand elle est nerveuse. J'ai besoin de la voir, papa. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de comprendre. Je voulais dire non. Je voulais la protéger de la douleur de ce parloir éclairé au néon, de l'ambiance carcérale. De la mère qui était devenue une étrangère, mais elle ne demandait pas la permission. Pas vraiment. Elle me disait ce dont elle avait besoin. D'accord, j'ai dit. Je vais organiser ça. Nous y sommes allés dimanche dernier.
Hugo n'a pas voulu venir. Il n'est pas prêt, et je ne le pousserai pas. La visite a duré 45 minutes. Je ne suis pas entré dans la pièce. Je suis resté assis dans la zone d'attente à fixer les murs institutionnels pendant que ma fille rencontrait la femme qui avait brisé notre famille. Quand Léa est sortie, elle pleurait, mais pas de la manière dévastée que je craignais. C'étaient des larmes différentes. Libératrices peut-être, ou au moins le début de quelque chose qui pourrait éventuellement devenir une forme d'apaisement. Elle a l'air vieille, a dit Léa dans la voiture. Plus vieille que dans mes souvenirs. La prison vieillit les gens. Elle a dit qu'elle pense à nous tous les jours, qu'elle est désolée, qu'elle espère qu'un jour on pourra lui pardonner. Qu'est-ce que tu as dit? Léa est restée silencieuse un long moment. J'ai dit, je ne sais pas encore, mais j'essaie de point. Je me suis penché et j'ai serré sa main. C'est tout ce qu'on peut faire, ma chérie. Juste essayer. L'audience pour la libération conditionnelle est dans 3 mois. J'ai décidé de soumettre une déclaration, pas pour la garder en prison plus longtemps. 12 ans, c'est assez long pour un crime commis dans le chaos d'un moment, quel que soit ce moment vraiment. Mais pour dire ce que j'ai besoin de dire, ce que j'aurais dû dire devant l'évier de la cuisine quand elle m'a demandé de partir, à la commission. Je m'appelle Laurent Dubois. J'ai été marié à Mélanie Dubois pendant 14 ans. Nous avons 2 enfants ensemble, Hugo et Léa, qui ont maintenant 15 et 12 ans. La nuit du 14 septembre 2024, let's adjust the date logique, story says 3 years pass, so assume future or current date, keeping timeline relative, Mélanie m'a demandé de quitter notre domicile. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je ne savais rien de la liaison, de Gaël Martin, de tout ça. Je savais juste que ma femme voulait de l'espace, alors je le lui ai donné. Des heures plus tard, un homme était mort dans mon salon et ma femme était une fugitive. Les années depuis ont été les plus dures de ma vie. Expliquer à nos enfants pourquoi leur mère était en prison. Reconstruire notre famille sans elle, apprendre à me faire confiance à nouveau après avoir découvert que la vie que je pensais avoir été bâtie sur des mensonges. Je ne suis pas ici pour argumenter pour ou contre la libération de Mélanie. C'est votre décision, pas la mienne. Je suis ici pour dire que quoi que vous décidiez, j'espère que ça mènera à quelque chose qui ressemble à la paix. Pour Mélanie qui doit vivre avec ce qu'elle a fait. Pour Hugo et Léa, qui cherchent encore comment aimer une mère en qui ils ne peuvent pas avoir totalement confiance. Et pour moi, qui ai passé 14 ans marié à quelqu'un que je ne connaissais jamais vraiment. Aucun de nous n'a choisi ce résultat. Mais nous devons tous vivre avec. Quoi que vous décidiez, j'espère que ça nous aidera à avancer. Laurent Dubois. Peut-être qu'elle sortira. Peut-être qu'elle purgera ses 12 ans complets. Quoi qu'il en soit, la vie continuera. Hugo passera son bac, ira à la fac, deviendra celui qu'il est censé être. Léa grandira, guérira, peut-être même qu'elle s'épanouira. Et je continuerai de mettre un pied devant l'autre. Ce n'est pas héroïque. Ce n'est pas inspirant. C'est juste ce qu'on fait. Quand la vie qu'on avait prévue s'effondre, on en construit une nouvelle. La maison de Versailles a de nouveaux propriétaires maintenant. Je suis passé devant la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi. Une curiosité morbide. Peut-être un besoin de voir si le passé existait encore. La nouvelle famille l'a repeinte. En bleu au lieu du beige. De nouvelles plantations. Un panier de basket dans l'allée qui n'était pas là avant. Une vie normale se déroulant dans un endroit où quelque chose de terrible s'est produit. Je suis resté assis dans ma voiture quelques minutes à regarder. Puis je suis parti. Le passé est un autre pays. On peut le visiter, mais on ne peut pas y vivre. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer d'avancer. Si vous regardez ceci et que quelque chose dans mon histoire résonne, voici ce que je veux que vous sachiez. Faites attention à votre conjoint, à votre mariage, aux petits signes que quelque chose ne va pas. Je n'ai pas fait attention. J'ai enfoui mes doutes sous le travail et la routine et la fiction confortable que tout allait bien. Si j'avais poussé plus fort, posé plus de questions, exigé plus d'honnêteté, refusé d'accepter j'ai besoin d'espace sans comprendre pourquoi, peut-être que les choses auraient été différentes. Ou peut-être pas. Peut-être que Mélanie allait toujours faire les choix qu'elle a faits, peu importe ce que je faisais. Mais au moins j'aurais su. Au moins je n'aurais pas été pris au dépourvu par du ruban de scène de crime sur ma propre porte d'entrée. Faites attention.
battez-vous pour votre mariage ou terminez-le honnêtement. Ne le laissez pas se dissoudre dans le silence et la distance et les questions sans réponse. Vous méritez mieux que ça. Nous le méritons tous. Hugo a fait le dîner hier soir. Première fois de sa vie. Des spaghettis à la bolognaise, du pain à l'ail, une salade qui était surtout de la laitue, mais techniquement toujours une salade. Il ne m'avait pas dit qu'il le faisait. Je suis rentré du travail et la table était mise. La nourriture était prête, et mon fils de 15 ans se tenait dans la cuisine, l'air fier et nerveux. Je voulais faire quelque chose de sympa, a-t-il dit. Tu as beaucoup travaillé. Nous nous sommes assis, avons mangé ensemble, parlé de ses cours, de ses matchs de judo, d'une fille qu'il est trop timide pour inviter. Un dîner de famille normal. Il y a 3 ans, je ne pensais pas qu'on en aurait un à nouveau. Mais nous y sommes, brisés et reconstruits, cicatrisés, mais survivants. Une famille de 3 là où il y en avait 4. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est réel. Et le réel, après tout ce qu'on a traversé, c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir écouté. Je ne sais pas si mon histoire aide quelqu'un. Ce n'est pas une histoire avec un héros ou un méchant clair, juste des gens qui font des choix et vivent avec les conséquences. Mais peut-être que c'est ça le point. La vie n'est pas un film. Il n'y a pas toujours de réponse claire ou de résolution satisfaisante. Parfois,